des laveurs de vitres de voitures, un phénomène qui se développe de plus en plus dans les rues d'Abidjan. Fousseni Bakayoko et ses amis s'adonnent à cette pratique chaque jour à la recherche de leur pain quotidien. Un métier à haut risque pour ces enfants qui sont exposés à des accidents de circulation. Mais ils s'en inquiètent peu. Je suis ici depuis 8 heures. Mais tu quittes où pour venir ici? À Djamé Dallas. Je viens me chercher un peu pour manger ça. Je peux gagner 5 000, 6 000 par jour. Essence là. Mais tu habites où? J'habite au Redacel. Avec Haladi. Pour la population, il est temps que des mesures soient prises pour mettre fin à ce fléau. C'est quelque chose qu'on doit supprimer parce qu'ils en profitent dans ça pour pouvoir voler les gens. Alors c'est pas normal. Souvent ils se mettent là-dessus, une voiture vient, la voiture peut le ramasser. Et à chaque fois, moi je lui ai demandé, mais tu vas pas à l'école? Il ne répond pas. Tu vas pas à l'école, même les enfants même plus. Vraiment en tant que mère, tu dois prendre ton enfant. Même si tu n'as rien même, on l'a vendu à la Chine pour s'occuper de son enfant. Et puis d'ailleurs, ce sont les petits enfants, on peut les mettre à l'école. Par exemple, avant-hier, comme ça, il y a une qui me disait qu'il y a un petit qui dort dans la rue. En tant que c'est un joli garçon, tu peux être une mère souffrir et puis prendre soin de ton enfant. Même vendre de l'eau, prendre soin de ton enfant. C'est tout ça là après qui pousse à la délinquance, à l'agression. Et ça me fait très mal au cœur. Parce que ces enfants, leurs parents pouvaient les encadrer pour qu'ils puissent devenir des modèles pour la société. Et donc, vraiment, il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour ces enfants-là. Le 26 novembre de chaque année est consacré à la célébration de la Journée mondiale des enfants de la rue. Une occasion pour les autorités gouvernementales de se pencher sur la situation des enfants démunis et abandonnés à leur sort. Fini ces longues distances parcourues pour le pesage des produits des acteurs de la filière Évia et palmier à huile de Saïwa dans la région du Haut-Sassandra. Un pont bascule d'une valeur de 50 millions de francs CFA vient d'être installé dans cette localité à l'initiative d'une coopérative. La venue même du pont nous arrange déjà, puisque déjà le pont est là, déjà une bonne chose. Toute la population se réjouit parce que notre EVA sera écoulé vers la ville. Avant, il n'y avait pas de pont, donc on avait les difficultés. La graine pourrissait. On ne sait pas comment transporter la graine. On ne sait pas comment faire pour l'entretenir. Aujourd'hui, comme il y a eu le pont, on est bien content pour le pont parce que cela peut nous apporter, en tout cas, l'avantage pour réussir, pour aller en avant. Ce pont vient réduire la pénibilité même de l'activité de collecte dans la région de Saïwa. Et disons, c'est par la grâce de Dieu, avec l'effort vraiment de plusieurs partenaires, il vient aussi réduire tant soit peu le chômage, parce que ça va servir à employer aussi la jeunesse de Saïwa. Créée en 2012, la Société coopérative agricole des planteurs de Côte d'Ivoire compte plus de 200 membres. C'est la rencontre d'une vie pour ces catholiques birmans. Dans quelques jours, ils assisteront à une messe célébrée par le pape François en personne, une première historique dans ce pays à majorité bouddhiste où leur communauté ne représente qu'1% de la population. On est tellement excités, on a hâte de le rencontrer. On ne l'a vu qu'à la télé. Cette visite historique intervient alors que l'attention de la communauté internationale est braquée sur la Birmanie et son traitement de la communauté apatride des Rohingyas. Pour échapper aux violences, ces musulmans sont depuis le mois d'août plus de 600 000 à avoir fui vers le Bangladesh voisin. Les Nations Unies parlent de nettoyage ethnique et l'opinion birmane a mal pris ces critiques. La majorité des gens en Birmanie ne croient pas la version de la communauté internationale sur les abus contre les Rohingyas et le nombre de réfugiés au Bangladesh. Cette version n'est juste pas acceptée par les Birmans. Je pense donc que si le pape vient et dit des choses fortes sur le sujet, cela pourrait enflammer les tensions et le sentiment du public. Le souverain pontife doit rencontrer la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et le chef de l'armée avant de continuer son voyage vers le Bangladesh. Là aussi, les catholiques sont une petite minorité et les attentes sont grandes. On pense qu'il pourrait parler de la communauté des Rohingyas.
On ne s'attend qu'à des mots de paix et d'harmonie. Le pape François a fait de l'harmonie entre les religions une des priorités de son pontificat. Mais la tâche est grande. Un accord entre les deux pays vient d'être signé, prévoyant un retour des Rohingyas en Birmanie d'ici 2 mois. Mais les détails restent vagues et beaucoup ne quitteront pas le Bangladesh sans garantie de sécurité. Que s'est-il passé le jour de la Saint-Valentin en 2013? Le 14 février 2013, Oscar Pistorius, champion paralympique d'athlétisme amputé des 2 jambes, est arrêté après la découverte du corps sans vie de son ami Riva Steenkamp, mannequin de 29 ans dans sa résidence à Pretoria, en Afrique du Sud. Pistorius avoue être l'auteur des coups de feu mortels tirés à travers la porte des toilettes dans la nuit, mais dit avoir cru tirer sur un cambrioleur. Le lendemain, il comparaît en larmes devant le tribunal d'instance de Pretoria et est inculpé du meurtre de Riva Steenkamp. Le parquet retient la préméditation. Son avocat plaide l'erreur tragique. Le champion est libéré sous caution le 22 février. Quel est le verdict du juge après son procès? Le 12 septembre, Pistorius est déclaré coupable d'homicide involontaire et condamné à 5 ans de prison ferme le 21 octobre. Son procès s'est ouvert le 3 mars 2014 à Pretoria avec le témoignage d'une voisine qui raconte avoir entendu les cris à glacer le sang d'une femme au moment du drame. 10 jours plus tard, Pistorius est pris de nausées et vomissements à la lecture du rapport d'autopsie, puis à la vue d'une photo de sa victime. Ses comparutions à la barre en avril sont marquées par plusieurs crises de larmes et interruptions de séance. Pistorius nie toute intention de tuer sa petite amie. Comment réagit le parquet à cette condamnation? En août 2015, le parquet fait appel de la condamnation, estimant que Pistorius aurait dû être condamné pour meurtre. Il est néanmoins libéré en octobre et assigné à résidence chez son oncle à Pretoria. Le 3 décembre, la Cour suprême d'appel déclare Pistorius coupable de meurtre, un crime passible d'au moins 15 ans de réclusion. Le 2 mars 2016, son recours devant la Cour constitutionnelle est jugé irrecevable et Pistorius est condamné le 6 juillet à 6 ans de prison, une sentence bien inférieure à la peine planchée de 15 ans prévue par la loi pour meurtre. Il est placé en détention. Débouté une première fois de sa demande d'appel contre la peine jugée scandaleusement clémente de Pistorius, le parquet sud-africain saisit directement la Cour suprême d'appel le 15 septembre pour exiger une peine plus sévère. Quel est le jugement de la Cour suprême d'appel? Le 24 novembre 2017, l'athlète voit sa peine alourdie. La condamnation à 6 ans de prison est mise de côté et remplacée par la suivante. L'accusé est condamné à une peine de prison de 13 ans et 5 mois. C'est ce qu'a déclaré le juge Willy Seriti à la Cour suprême d'appel de Bloemfontein. Depuis 1 an, Oscar Pistorius est incarcéré dans une prison adaptée à son handicap, près de Pretoria. Selon les médias sud-africains, il est placé sous surveillance 24 heures sur 24, après avoir tenté en août de se tailler les veines. Oscar Pistorius peut encore, en dernier recours, saisir la Cour constitutionnelle.